Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro des infos dont on parle peu. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce 137e numéro. Au sommaire, on va parler d'infos internationales. On va notamment parler de la situation au Moyen-Orient, en Syrie et en Irak, bien évidemment. Parler également d'Israël et on reviendra sur la Russie qui ne veut pas reconnaître la CPI. Dans la partie économie, on va parler du nouvel EPR que la France a promis et qui coûtera moins de 5 milliards d'euros, pendant que les autres EPR n'ont jamais fonctionné. On parlera également d'EDF qui rachète Areva et de l'Allemagne qui creuse l'écart avec la France économiquement. On parlera dans la partie France de l'audience de France Télévisions qui baisse, alors que le salaire de sa nouvelle dirigeante qui monte, comme le prix du gaz d'ailleurs, qui va augmenter en décembre prochain. On va parler également de l'état d'urgence qui va encore être prolongé. Dans la partie santé-environnement, on parlera du diabète, on parlera du casque à réalité virtuelle qui endommagerait les yeux, et on parlera également des conséquences du tabagisme. Voilà, attachez vos ceintures et on y va. On attaque la partie internationale, on va démarrer avec la Syrie et l'armée syrienne qui encercle les djihadistes dans la région de Damas. Les troupes gouvernementales syriennes continuent de resserrer l'étau autour de Khan esh-Sheikh, située à 26 km au sud-ouest de Damas. Cette ville est restée pendant longtemps l'un des foyers de résistance actifs du Front al-Nosra. À l'issue de combats acharnés, les troupes gouvernementales syriennes sont parvenues à expulser les terroristes des faubourgs orientaux de Khan esh-Sheikh, détruisant les positions et le matériel de combat de l'ennemi. Voilà ce qu'annonce l'agence d'information Sana. Je cite: les divisions de l'armée resserrent l'étau autour des troupes armées basées à Khan el-Sheikh. Voilà ce qu'a indiqué une source militaire citée par l'agence. Et d'ajouter que dimanche dernier, les démineurs avaient entamé le ratissage des régions libérées, et ce dans le but de désamorcer les engins explosifs artisanaux que laissent habituellement les terroristes dans les zones qu'ils désertent. On continue avec la Syrie, on va parler de la ville d'Al-Bab, objet de toutes les convoitises. Les rebelles syriens soutenus par la Turquie se trouvaient dimanche dernier à 2 km d'Al-Bab, dernier bastion du groupe État islamique dans la province d'Alep. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les forces turques ont bombardé la ville à l'artillerie et à l'aviation. Située à 30 km à l'est d'Alep, Al-Bab, qui compte 100 000 habitants, est convoité par tous les acteurs du conflit syrien. Pour la Turquie, il s'agit d'élargir à 30 km la zone de sécurité qu'elle emploie à créer le long de la frontière avec la Syrie. La prise d'Al-Bab lui permettra d'empêcher la jonction entre les forces kurdes dans le nord syrien. Pour les Kurdes, la conquête de cette ville les rapprocherait davantage de leur fief de Efrin au nord-ouest. Enfin, pour le régime, Al-Bab constitue un verrou stratégique pour mieux défendre la ville d'Alep qui reste vulnérable à son flanc est. À ce stade, c'est la Turquie qui est le mieux placée puisque les groupes qu'elle soutient ne sont plus qu'à 2 km de la ville. Les forces kurdes se trouvent, elles, à 15 km à l'est et l'armée syrienne à 10 km au sud d'Al-Bab. Les troupes gouvernementales ont acheminé ces dernières semaines d'importants renforts dans cette région. Elles ont repris au groupe État islamique plusieurs avant-postes et ont annoncé leur intention de poursuivre leur progression. Damas a même menacé le 20 octobre dernier d'abattre les avions turcs s'ils survolaient le nord syrien. La Russie a bien tenté de persuader Ankara de ne pas trop s'approcher de ce front, mais pour l'instant, il semble qu'elle n'ait pas été écoutée par la Turquie. Voilà. On parle maintenant de la situation en Irak. En tout cas, on va parler des forces paramilitaires qui atteignent l'aéroport de l'ouest de Mossoul. Une opération pour chasser les poches de djihadistes de Daesh. Des forces paramilitaires irakiennes ont annoncé mercredi dernier être entrées dans l'aéroport de Tal Afar, à l'ouest de Mossoul, pour y combattre les dernières troupes djihadistes. L'aéroport est situé à 6 km au sud de la ville de Tal Afar. Objectif d'une opération visant à couper les liens entre les djihadistes à Mossoul, dont ils se sont emparés en juin 2014, et le territoire qu'ils contrôlent plus à l'ouest. On continue avec le Moyen-Orient, on va parler maintenant d'Israël également. Israël et Netanyahou qui veut limiter le volume des appels à la prière des mosquées. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a exprimé dimanche dernier son soutien à un projet de loi limitant le volume des appels à la prière des mosquées qui a ensuite été adopté par la commission ministérielle des lois. Ce texte, élaboré par les députés du Foyer juif, un parti nationaliste religieux, membre de la majorité, doit être voté en 3 lectures par le Parlement avant d'être appliqué. Je ne peux pas compter le nombre de fois où des citoyens se sont adressés à moi pour se plaindre du bruit et des souffrances causées par le bruit excessif des appels à la prière. Voilà ce qu'a affirmé M. Netanyahou. Il s'est déclaré favorable à la limitation du volume de ces appels, comme l'ont fait de nombreuses villes en Europe et dans différents endroits dans le monde musulman. La population israélienne comprend une minorité arabe, 17,5%, musulmane dans son immense majorité, qui s'estime victime de discrimination. Les Arabes israéliens sont les descendants des Palestiniens restés sur leur terre à la création d'Israël en 1948. Toujours Israël, et on va voter une loi pour légaliser les maisons des colons en Cisjordanie.
Le Parlement israélien a adopté en lecture préliminaire un projet de loi controversé sur la législation de maisons construites pour les colons israéliens en Cisjordanie occupée sur des terres privées palestiniennes. Ce texte, critiqué à l'étranger, a été adopté par 58 voix contre 50 avec le soutien du Premier ministre Benjamin Netanyahou et il concerne entre 2000 et 3000 logements en Cisjordanie. Il doit encore être voté lors de 3 lectures par le Parlement avant d'avoir force de loi. Voilà. Donc malgré les condamnations de la communauté internationale, les Israéliens, eux, vont s'asseoir dessus et vont donc légaliser les maisons construites en Cisjordanie occupées illégalement, vous l'avez compris. On parle maintenant de la Russie qui entend retirer sa signature du statut de Rome. Le président Poutine a signé un décret sur, je cite, l'intention de la Russie de ne pas devenir membre du statut de Rome, le traité fondateur de la Cour pénale internationale. En 2000, Moscou avait signé ce traité mais ne l'avait jamais ratifié. Moscou lui reproche notamment son manque d'indépendance. Dans son rapport annuel, qui est paru le 15 novembre dernier, le procureur général de la CPI a qualifié le rattachement de la Crimée à la Russie de, je cite, « conflit armé international entre l'Ukraine et la Russie qui débute le 26 février 2014 ». Pour les auteurs du rapport, le droit des conflits armés internationaux continue de s'appliquer après le 18 mars 2014, date du référendum, dans la mesure où la situation se rapporte à un état d'occupation en cours. Cette prise de position ne pouvait que déplaire à la Russie. Ce n'est donc pas un hasard si le président Poutine a décidé de se retirer, ou de retirer plutôt la Russie du statut de Rome. La Russie était également dans le collimateur de la CPI, qui a décidé en janvier dernier de lancer une enquête sur les crimes de guerre commis lors du conflit entre la Géorgie et la Russie en août 2008. On continue, on va parler maintenant des États-Unis. Vous avez vu que ça a fait la une des journaux pendant des semaines et des semaines, l'élection de Trump, ou plutôt la défaite de Clinton, comme on l'a écrit dans l'édito de la lettre d'analyse et d'information libre numéro 16. Alors il faut quand même savoir, alors Trump bien sûr est critiqué, alors les médias continuent de faire leurs articles poubelles sur Trump. Alors bien sûr on peut critiquer Trump, ça sans aucun problème, mais là c'est de l'acharnement. Alors en tout cas il faut quand même noter que cette année il y a eu 18 exécutions d'hommes donc condamnés à mort aux États-Unis quand même. Et c'était sous Barack Obama, il faut quand même le signaler. Un homme condamné à mort pour le meurtre par strangulation de son ex-compagne en 2001 a été exécuté par injection létale mercredi dernier en Géorgie, aux États-Unis. Sa mort a été prononcée à 19h30 dans la prison de Jackson, voilà ce qu'a déclaré le procureur général de l'État. Il est la 18e personne exécutée cette année aux États-Unis et la 8e en Géorgie, État qui comptabilise cette année le plus d'exécutions. Voilà, il fallait le souligner. Dans le même temps, la Turquie et Erdogan qui promet le retour à la peine de mort pour bientôt. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé le 29 octobre dernier que le rétablissement de la peine de mort, évoqué depuis la tentative du coup d'État en juillet dernier, serait soumis au Parlement malgré les critiques de l'Occident. Je cite, « Bientôt, ne vous en faites pas, c'est pour bientôt si Dieu le veut ». Voilà ce qu'a déclaré M. Erdogan lors d'une inauguration d'une gare dans la capitale turque, en réponse à la foule qui scandait « Nous voulons la peine de mort pour les auteurs du coup d'État manqué ». Je cite encore, « Notre gouvernement soumettra cela au Parlement et je suis convaincu que le Parlement l'approuvera et que quand cela arrivera devant moi, je le ratifierai. » Voilà ce qu'a déclaré le chef d'État turc sans s'avancer dans le calendrier. Alors vous savez que les Turcs avaient aboli la peine de mort en 2004 pour rentrer dans l'Union européenne, mais étant donné qu'ils ne sont jamais rentrés, et ben apparemment ils vont remettre la peine de mort dans leur pays. On continue, on va parler maintenant des logiciels malveillants. Alors on va démarrer tout d'abord avec le FBI qui se sert de logiciels malveillants pour ses besoins d'enquête. En 2013, le FBI a reçu l'autorisation de pirater 300 utilisateurs bien déterminés du service de messagerie Tor-Mail, hébergé sur Freedom Hosting, qui étaient des suspects dans une enquête sur un réseau de pornographie infantile et d'exploitation sexuelle de mineurs. Mais l'écosystème se servant de ce canal est divers. Plusieurs catégories d'utilisateurs, à l'instar des journalistes ou des opposants politiques, ont déclaré avoir vu une page d'erreur s'afficher, ce qui a soulevé des questions sur la portée réelle de l'action du FBI. Raison pour laquelle l'ACLU, l'American Civil Liberties Union, une organisation de défense des droits numériques, a déposé en août dernier une motion pour avoir accès à un document sur lequel figurent les demandes du FBI relatives à cette enquête, ainsi que les mandats de perquisition qui ont été octroyés dans le but de les analyser. Je cite, « En fait, tandis que le mandat a autorisé un piratage au scalpel, le FBI a diffusé des logiciels malveillants aux utilisateurs de Tor-Mail avec des grenades. » Voilà ce qu'a illustré Christopher Shogian,
un membre de l'ACLU. Alors vous l'avez compris, on avait autorisé le FBI à pirater quelques comptes et ils ont piraté absolument tout le monde pour récupérer toutes les données. Alors de la même manière, des écoles britanniques ont recours à des spyware pour surveiller les élèves. Des écoles britanniques ont recours à des logiciels de surveillance pour contrôler les activités des enfants. Selon un rapport de Big Brother Watch, ces logiciels ont été installés sur plus de 800 000 ordinateurs et téléphones mobiles appartenant aux écoles et 1500 appareils appartenant à des élèves. Ce programme aurait coûté la modique somme de 2,5 millions de livres sterling. Cette technologie, connue sous le nom de Classroom Management Software, permet de traquer l'usage des ordinateurs, incluant toute activité sur Internet, l'historique de navigation et même les frappes sur les touches des claviers. Les logiciels en question permettent aux enseignants de surveiller de près tous les écrans de la classe depuis un seul poste et permettent même de surveiller l'activité des élèves en temps réel. Ces systèmes ont été conçus également pour signaler l'usage de mots inappropriés. Généralement, ils essaient de repérer les mauvais comportements et les signes extrémistes et de radicalisation. Cette situation devrait constituer un souci dans le futur avec l'arrivée dans l'Union européenne du prochain règlement général sur la protection des données. Je cite: « Avant mai 2018, toute organisation ayant des données doit informer les individus sur le motif qui l'a poussé à recueillir, utiliser, partager ou surveiller leurs données. Et c'est seulement de cette façon que l'individu peut être sûr d'avoir donné son consentement pour l'utilisation de ses données personnelles. » Big Brother Watch a précisé dans son rapport que les écoles sont dans l'obligation d'installer ces systèmes pour répondre à la pression du gouvernement concernant la stratégie de prévention de l'extrémisme. Voilà. Donc, étant donné que nous, on a passé un accord avec Microsoft pour donner des tablettes, notamment aux élèves dans les écoles, on va sûrement avoir une espèce de système comme ça, Big Brother, sur toutes les tablettes des élèves. On attaque la partie économie maintenant et on va commencer avec le refus d'implantation de McDonald's à Florence et McDonald's qui réclame 19,8 millions de dollars à la ville de Florence. Alors ça c'est un avant-goût du CETA et puis du TAFTA qui va arriver juste derrière. 4 mois après s'être vu signifier l'interdiction de s'implanter sur la Piazza del Duomo, la multinationale américaine a déposé un recours auprès du tribunal administratif de Florence. Dénonçant une injustice manifeste, McDonald's réclame 19,8 millions de dollars de dommages et intérêts. Voilà ce qu'a relayé le Wall Street Journal. En juillet dernier, la chaîne de fast-food a déposé une demande de dérogation auprès de la mairie qui a adopté un règlement en janvier dernier visant à protéger le patrimoine du centre historique afin d'ouvrir un restaurant sur la place de la cathédrale Duomo, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le maire de Florence, Dario Nardella, s'est opposé au projet. Voilà ce que rapporte le journal Le Monde. Je cite: « Ce n'est pas cohérent avec la bataille que nous menons depuis des années contre les fast-foods et les supérettes pour la sauvegarde et la tradition de l'identité de la ville. » 24 000 Florentins avaient signé une pétition contre l'installation du fast-food sur la Piazza del Duomo. Un pique-nique géant avait même été organisé sur la place pour promouvoir les produits locaux. On continue avec la partie économie, on va parler maintenant des magasins Monsieur Bricolage qui vont fermer 17 enseignes et supprimer 238 postes. 17 magasins Monsieur Bricolage vont fermer leurs portes, ce qui causera la suppression de 238 postes en France. Les magasins concernés sont en état critique, voilà ce qu'a expliqué l'enseigne. Ils fermeront en 2017. Monsieur Bricolage prévoit de se désengager de ses 87 magasins en propre en France, selon un communiqué diffusé mercredi dernier. Il envisage également qu'une trentaine de magasins fassent l'objet d'investissements destinés à pérenniser leur activité avant leur cession. L'entreprise Monsieur Bricolage avait lancé un plan stratégique en 2015. L'objectif était le retour durable à la croissance du groupe et de ses réseaux. C'est manqué. On continue, on va parler maintenant du nouvel EPR, le futur EPR, qui va coûter 5 milliards. Alors déjà que les EPR, il n'y en a absolument aucun qui marche. Alors, EDF commence à préparer le renouvellement du parc nucléaire français. Pour cela, l'entreprise développe des EPR nouveaux modèles, dits EPR-NM. Il s'agit de réacteurs proches des EPR actuels, mais dont la construction sera optimisée. Je cite: « Nous visons à ce que la construction des EPR-NM coûte 5 milliards d'euros. Et notre but est que le kilowatt-heure produit par un EPR-NM soit inférieur à celui produit par la moins chère des énergies renouvelables installées au même endroit. » Voilà ce que prévoit Xavier Urzat, directeur ingénierie et nouveau nucléaire chez EDF. En ce qui concerne le temps de construction, le patron prédit une durée de 6 ans, bien inférieure aux 15 ans qui ont été nécessaires pour l'EPR d'Olkiluoto en Finlande et les 12 ans pour le réacteur français de Flamanville, qui n'est toujours pas fini d'ailleurs. Xavier Urzat entend que les deux premiers EPR NM entrent en service en 2030, sans cependant s'avancer sur le remplacement.
Xavier Orzat estime qu'il faudra environ 40 EPR NM pour remplacer le parc français qui compte aujourd'hui 58 unités. On continue, et d'ailleurs EDF qui valide son offre ferme de rachat de l'activité des réacteurs d'Areva. EDF et Areva ont signé mardi dernier le contrat fixant les termes de la sécession d'une participation conférant à EDF le contrôle exclusif d'une nouvelle entité, New EP, qui regroupera les activités réacteurs d'Areva. Ce contrat fait suite à la signature d'un protocole d'accord en juillet dernier. Le prix de cession pour 100% de la valeur des fonds est confirmé à 2,5 milliards d'euros. EDF propose, comme annoncé en juillet, de racheter 51% à 75% du capital de New NP. Areva en détiendra 15% et le solde sera détenu par des partenaires minoritaires avec lesquels des discussions seront engagées prochainement. Alors on ne dit pas s'ils sont français ou étrangers, j'imagine que les Chinois sont dans le coup. L'opération devrait être bouclée au second semestre 2017. Cette société regroupera les activités industrielles de conception et de fourniture de réacteurs nucléaires et d'équipements d'assemblage combustible et de services à la base installée du groupe Areva. Alors si vous voulez plus d'informations à propos d'EDF et de sa situation financière, nous avons fait un article sur la lettre d'analyse et d'information libre sur EDF qui vous explique absolument tout sur cette société. On continue, on va parler maintenant de l'écart entre la France et l'Allemagne qui continue de se creuser au point de vue économique. Malgré un ralentissement au troisième trimestre, l'Allemagne finira l'année avec un rythme de croissance supérieur à celui de la France. L'an prochain, le PIB allemand devrait décélérer, mais la première puissance de l'Europe, aux finances publiques saines, affichera un taux de chômage enviable. Le chiffre de la croissance allemande, publié mardi dernier, est certes un peu décevant. Les prévisionnistes attendaient davantage qu'une progression trimestrielle de 0,2%. Cela ne devrait cependant pas empêcher la première puissance économique d'Europe d'augmenter en fin d'année sa richesse de 1,9%, soit un tiers de mieux que la croissance de la France, attendue elle à 1,3%. L'an prochain, la locomotive allemande pourrait ralentir car cette puissance exportatrice est, plus que d'autres, dépendante de l'état de santé de ses marchés. L'incertitude causée par le Brexit, et plus récemment par l'élection de Donald Trump, est susceptible de perturber, temporairement au moins, sa bonne marche. Pour autant, le pays gouverné par Angela Merkel, qui, comme François Hollande, n'a pas encore déclaré si elle se représente pour l'année prochaine, reste prospère. Son taux de chômage est de 5,8%, et même de 4,6% selon le mode de calcul de Bruxelles, soit 2 fois inférieur à celui de la France. La comparaison reste aussi à l'avantage de l'Allemagne s'agissant des finances publiques, puisque cette année encore, loin des arguties françaises, autour de 3% du déficit, son budget est excédentaire. Et on termine la partie économie en parlant de la bonne santé quand même des Britanniques malgré le Brexit, puisque Google prévoit la création de 3000 emplois à Londres. Le géant américain Google renforce son implantation à Londres en agrandissant son campus King's Cross. Le nouveau bâtiment de plus de 60 000 m² pourra accueillir 7 000 employés à l'horizon 2018. Le Brexit ne fait pas reculer Google. Le géant américain a confirmé mardi dernier l'agrandissement de son campus au plein cœur de Londres. Il s'offre un bâtiment de 10 étages avec 60 400 m² pour accueillir jusqu'à 7 000 employés à partir de 2018. Je cite, « Ce sera le premier entièrement conçu et possédé par Google en dehors des États-Unis, selon le groupe Google. » La BBC chiffre à plus de 1 milliard de livres, soit 1,15 milliard d'euros, l'investissement de la société californienne entre la construction du bâtiment et le recrutement. Selon l'AFP, jusqu'à 3000 emplois pourraient y être créés. Je cite, « Comme beaucoup d'entreprises, nous sommes fiers de recruter des milliers de talents. » Voilà ce qu'a assuré Sundar Pichai, le directeur général de Google, espérant que cette situation perdure. On attaque la partie France maintenant et on va démarrer avec les audiences de France Télévisions qui sont à la baisse. Alors que la chaîne privée iTélé vit une grève la plus longue de son histoire, France Télévisions bat de l'aile, accusant en ce mois d'octobre son plus bas niveau d'audience. France 2 est tombé à 12,3% de part d'audience et France 3 à 8,6%. Seules France 4 et France 5 progressent. Les chaînes France 2 et France 3 vivent aujourd'hui leur pire score historique. Après un été dopé par les Jeux Olympiques, c'est la dégringolade cet automne. France 2 est tombée à 12,3% de part d'audience, alors qu'elle affichait il y a un an 13,9%. France 3 a chuté à 8,6%, alors que l'année dernière, on la pensait déjà au plus bas à 9%. Mais quelle est la raison, sachant que les journaux télévisés ainsi que les fictions et programmes de jeux sont toujours aussi regardés ? Alors peut-être que la réponse se trouve là, puisqu'il y a eu beaucoup de changements ces derniers temps, tant en matière de programmes que d'animateurs, et ça a en effet bousculé les habitudes du téléspectateur. Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions depuis août 2015, a peut-être opéré une restructuration trop musclée, déroutant son public, qui a fui ailleurs selon toute évidence. Alors justement, puisqu'on parle de Delphine Ernotte, en tout cas, elle s'est donné un sacré salaire,
puisque France Télévisions a été épinglée par la Cour des comptes par rapport à sa gestion. Et Delphine Ernotte, elle, présidente du groupe audiovisuel France Télévisions, touche un salaire fixe de 322 000 euros bruts par an, auquel s'ajoute un bonus pouvant atteindre 78 000 euros, selon BFM Business. On continue avec la partie France, on va parler de Air France. Air France qui pourrait faire dormir ses passagers en soute. Excellente idée. La nouvelle compagnie long courrier qu'Air France souhaite lancer l'an prochain sera un laboratoire des innovations. Et parmi elles, une fait beaucoup parler. Offrir la possibilité de dormir en soute, comme l'a précisé Jean-Marc Janiac, le patron d'Air France KLM. Ça c'est une bonne idée, faire dormir les gens en soute. C'est vrai qu'en soute, il n'y a pas beaucoup de bruit, on est juste à côté des roues, des moteurs, etc. Bon, on continue, on va parler maintenant du prix du gaz qui vont augmenter de 2,5% dès le mois de décembre. Mauvaise nouvelle pour le consommateur, les prix réglementés du gaz, qui concernent 7 millions de foyers en France, vont grimper de 2,5% à compter du 1er décembre. Cette majoration intervient alors que la saison de chauffe va s'intensifier au cours des prochaines semaines. Il s'agit de la deuxième hausse pour cet automne, puisque les tarifs administrés du gaz avaient déjà augmenté de 1,5% en novembre. Depuis plusieurs années, les prix du gaz font l'objet d'une révision mensuelle via une formule de calcul qui intègre notamment les prix du gaz sur le marché de gros, ainsi que la courbe du pétrole. Or, le baril, après avoir chuté dans des proportions importantes au début de l'année, est reparti à la hausse depuis quelques semaines. Ouais, il stagne quand même. A noter que la loi stipule que les coûts d'approvisionnement d'Engie, ex-GDF Suez, sont intégralement répercutés auprès du consommateur. On continue, on va parler maintenant de l'état d'urgence qui va être prolongé pendant la campagne présidentielle. Aucun discours politique n'était prévu lors des hommages rendus aux victimes des attentats du 13 novembre dimanche dernier. Mais Manuel Valls a tout de même abordé la question du terrorisme lors d'un entretien accordé à la chaîne britannique BBC, évoquant la possibilité d'une prolongation de l'état d'urgence en janvier prochain pour plusieurs mois. Je cite : « Il est difficile aujourd'hui de mettre fin à l'état d'urgence, d'autant plus que nous allons nous engager dans une campagne présidentielle dans quelques semaines avec des meetings, avec des réunions publiques. » Voilà ce qu'a expliqué le Premier ministre. Pour Manuel Valls, c'est la sécurité de la démocratie qui est en jeu. La sécurité de la démocratie. Et on termine cette partie France en parlant de la liberté sur Internet et la France qui rétrograde encore en 2016. Freedom House a rendu disponible l'édition 2016 de son rapport en matière de liberté sur Internet. L'ONG explique notamment que, globalement, la liberté sur Internet a diminué pour la 6e année consécutive. Les gouvernements ciblent de plus en plus les applications de messagerie comme WhatsApp et Telegram, qui permet de diffuser des messages dans un canal sécurisé grâce au chiffrement de bout en bout par exemple, ce qui rend la tâche difficile aux États qui souhaitent contrôler les informations diffusées ou surveiller les individus. Elle affirme également que les utilisateurs des médias sociaux sont confrontés à des sanctions sans précédent, étant donné que les autorités de 38 pays ont procédé à des arrestations basées sur les diffusions sur des médias sociaux au cours des dernières années. Je cite : « Les utilisateurs dans certains pays ont été mis derrière les barreaux simplement pour avoir aimé un contenu offensant sur Facebook ou pour ne pas avoir dénoncé les messages critiques qui leur sont envoyés par d'autres. Les infractions qui ont conduit à des arrestations vont de la moquerie du chien de compagnie du roi de Thaïlande à la propagation de l'athéisme en Arabie Saoudite. » Incroyable. À l'échelle mondiale, 27% de tous les utilisateurs d'Internet vivent dans des pays où des personnes ont été arrêtées pour avoir publié, partagé ou simplement aimé le contenu Facebook. Même si l'Hexagone figure toujours parmi les pays qui offrent aux habitants une liberté sur Internet, le rapport note que la liberté a reculé depuis 2014. La France avait 20 points et en 2015, elle en avait 24, soit un recul de 5 points en 2 ans. Le rapport évoque entre autres l'état d'urgence décrété par le président de la République suite aux attentats qui a agrandi de façon significative les pouvoirs des autorités en matière de perquisition électronique sans consultation préalable d'un juge. De nouvelles lois ont également conduit à cette note. La Chine est bonne dernière du classement avec 88 points. Avant elle figurent la Syrie 87, l'Iran 87 et l'Éthiopie 83. Au total, 17 pays permettent de jouir d'une bonne liberté sur Internet. 28 autorisent un exercice partiel des libertés et les 20 derniers sont considérés comme liberticides sur Internet. On attaque la partie santé-environnement. On va démarrer avec le Canada. Et le Canada qui a investi pour protéger ses côtes et les écosystèmes marins. Écoutez bien, le Canada va investir 1,5 milliard de dollars afin de protéger son littoral et les écosystèmes marins. Voilà ce qu'a annoncé le Premier ministre Justin Trudeau. Je cite, le Canada a la plus importante longueur de côte au monde et ce n'est pas un secret que nous n'avons pas fait assez pour les protéger. Voilà ce qu'a déclaré M. Trudeau. Et il a quand même oublié de dire que l'incendie de Fort McMurray l'année dernière a causé pour 3,58 milliards de dollars de pertes.
L'énorme incendie qui a ravagé en mai dernier une partie de Fort McMurray, dans l'ouest du Canada, constitue la pire catastrophe naturelle de l'histoire du pays, d'après l'association des assureurs, qui y voit la manifestation du réchauffement climatique, bien sûr. Près de 2 mois, jour pour jour, après l'évacuation en urgence de cette ville, du nord de l'Alberta, cœur de l'industrie pétrolière du pays, l'association des compagnies d'assurance a fait les comptes. Le feu a causé 3,58 milliards de dollars canadiens, soit 2,49 milliards d'euros, de dégâts. Le gigantesque brasier, surnommé par les pompiers la bête, est de loin la catastrophe naturelle la plus chère de l'histoire canadienne. Voilà ce qu'a résumé le Bureau d'assurance du Canada. Voilà, on veut se donner bonne conscience en investissant 1,5 milliard pour protéger le littoral, alors qu'on a fait un véritable carnage, notamment sur l'écosystème. Entre parenthèses, tout est revenu à la normale, les gens sont revenus, ont revenu travailler, on est reparti comme si de rien n'était. Vous pouvez d'ailleurs lire l'article que nous avions fait sur Fort McMurray, dans la lettre d'analyse et d'information libre pour ceux que ça intéresse. On continue avec la partie santé environnement. On va parler maintenant des conséquences du tabagisme encore, puisque fumer un paquet de cigarettes par jour provoque 150 mutations génétiques par an. Fumer un paquet de cigarettes par jour provoque en moyenne 150 mutations par an dans les cellules pulmonaires. Voilà ce que révèlent des chercheurs dans une étude. Ils ont identifié plusieurs mécanismes par lesquels le tabagisme endommage l'ADN en analysant et en comparant des tumeurs. Leur étude, qui a été publiée dans la revue américaine Science, mesure avec précision pour la première fois les effets génétiques dévastateurs de la cigarette dans les poumons, mais aussi dans des organes qui ne sont pas directement exposés à la fumée. Les études épidémiologiques montrent que le tabagisme contribue à au moins 17 types de cancers humains, mais jusqu'alors, on n'avait pas déterminé comment la cigarette provoquait ces tumeurs, indiquent ces chercheurs de l'Institut britannique Wellcome Trust Sanger et du Los Alamos National Laboratory aux États-Unis. La cigarette contient plus de 7000 substances chimiques différentes, dont plus de 70 sont connues pour être cancérigènes. Voilà ce qu'indiquent ces chercheurs pointant la complexité des interactions avec l'organisme. On continue, on va parler maintenant du diabète, puisque 3,5 millions de personnes sont touchées en France. La journée mondiale du diabète permet aujourd'hui un coup de projecteur sur une maladie qui touche 3,5 millions de personnes en France. Une maladie avec laquelle il est aujourd'hui possible de vivre, mais qui est encore à l'origine de nombreuses pathologies mortelles. Le diabète, cette maladie souvent qualifiée de silencieuse, est encore aujourd'hui responsable de la mort de plus de 1,5 million de personnes dans le monde. Un chiffre en constante augmentation selon les autorités sanitaires qui, à l'occasion de la journée mondiale du diabète, le 14 novembre dernier, s'alarmait de la surmortalité engendrée par cette maladie. La France compterait aujourd'hui plus de 3,5 millions de diabétiques. Or, si les moyens modernes permettent à tous ces malades de vivre le plus normalement possible, ces derniers présentent considérablement plus de risques que les autres de mourir précocement d'un cancer, d'une maladie cardiovasculaire ou encore d'un AVC. D'autant que cette maladie peut se développer pendant des années sans qu'aucun symptôme ne soit visible. On continue, on va parler du casque de réalité virtuelle qui est potentiellement toxique pour la rétine. Le professeur Gilles Renard, directeur scientifique de la Société française d'ophtalmologie, met en garde sur l'utilisation prolongée des casques de réalité virtuelle et des conséquences sur la rétine. Selon Gilles Renard, je cite, « À ma connaissance, un casque de réalité virtuelle, c'est un écran. Cet écran, pour ne pas peser des tonnes et ne pas être trop épais, est un écran OLED, c'est-à-dire constitué de LED. Cet écran OLED va donc émettre une lumière déséquilibrée avec trop de bleu, la fameuse lumière bleue dont on parle tant. Or, la lumière bleue est d'autant plus toxique pour l'œil qu'elle est émise très près et longtemps. Pour moi, ophtalmo, c'est le premier problème inquiétant. C'est une émission de lumière dont le spectre n'est pas parfaitement contrôlé parce que, tout simplement, l'émetteur est une LED et que les LED émettent trop violemment dans le bleu à une distance qui, jusqu'à là, n'était pas utilisée. Puisque, pour nous, les principaux responsables d'exposition aux lumières bleues sont les smartphones et les tablettes dont la distance d'examen est entre 20 et 40 cm, là, on tombe à moins de 5 cm. La lumière bleue, c'est celle où l'on a le plus de doutes sur le long terme. Le problème de la lumière bleue, c'est que c'est purement préventif. Expérimentalement, on sait qu'elle est toxique pour la rétine. On sait que c'est cumulatif. On sait qu'il faut des années pour aboutir à une altération rétinienne. On saura dans 20 ans si oui ou non nos écrans actuels provoquent des lésions rétiniennes liées à la lumière bleue. Donc, on est dans le principe de précaution. On continue avec la partie santé environnement, on va parler d'une éolienne qui pourrait alimenter votre maison en électricité. Saviez-vous que pour le prix d'un iPhone, il est désormais possible d'acheter une éolienne conçue par 2 frères indiens, et pas n'importe laquelle. Cette éolienne est capable de générer assez d'électricité pour alimenter une maison entière pendant toute une vie. Une start-up indienne
Avant-Garde Innovation, a conçu une nouvelle éolienne à bas coût qui peut générer jusqu'à 3 à 5 kWh d'électricité par jour. Sur le site internet de l'entreprise, Avant-Garde Innovation, on peut lire, je cite, « Notre première solution se présente sous la forme d'une éolienne aux dimensions réduites, adaptée à plusieurs types d'utilisation, résidentielle, commerciale, agricole, électrification de villages et bien d'autres encore. Son introduction sur le marché est prévue durant le courant de l'année 2016. » Et on termine avec une information à propos de l'énergie fossile. On parle d'éolienne, on va revenir sur l'énergie fossile, puisque l'Union européenne prépare un paquet énergie plus fossile que renouvelable, tout en affirmant tirer l'ambition climatique vers le haut à Marrakech. Vous savez, c'est la COP22. L'Union européenne est en train de préparer une législation énergétique qui pourrait subventionner de nouvelles centrales à charbon et affaiblir les renouvelables en Europe. La Commission européenne doit en effet dévoiler le 30 novembre prochain son paquet hiver, soit une série de propositions de loi baptisée de l'énergie propre pour tous. Cette série de 8 textes qui comportent révision de directives et nouveaux règlements cherche à mettre le consommateur au cœur du marché de l'énergie et à lui permettre d'être aussi producteur d'électricité. Mais d'autres profondes réformes du marché de l'énergie sont aussi à l'étude. La généralisation des mécanismes de capacité, un dispositif déjà présent dans plusieurs pays européens comme la France et le Royaume-Uni qui permet de rémunérer les capacités de production non utilisées fait notamment débat. Le dispositif permet en effet de subventionner les centrales utilisant des énergies fossiles aux grandes dames des ONG environnementales. Or, dans le nouveau règlement sur le marché intérieur de l'électricité, et plus précisément son article 23, l'absence de limite d'émissions de CO2 pour les nouvelles capacités de production crée potentiellement une subvention pour les nouvelles centrales à charbon. Voilà, c'est terminé pour ce numéro des infos dont on parle peu. Je vous remercie tous pour votre attention. Avant de vous quitter, j'aimerais quand même vous présenter la nouvelle lettre d'analyse d'information libre du mois de novembre, la nouvelle numéro 16. Alors, au sommaire, dans l'édito, on a bien évidemment parlé de l'élection présidentielle. L'édito s'intitule « États-Unis, le club a-t-il pris une fessée ?» Alors, on s'interroge sur le fait de savoir si Trump est véritablement un candidat anti-système. S'il est anti-système, alors peut-être que les choses vont bouger. L'avenir proche nous le dira. Dans la partie France, on a parlé des dernières cancreries de nos gouvernements. Si vous voulez savoir les dernières lois qui vont rentrer en place très bientôt et qui vont être répercutées sur chacun d'entre nous, vous pouvez lire cet article. L'article international, c'est Israël Parabellum. Alors on revient bien sûr sur l'histoire un peu d'Israël et bien sûr on essaie de prévoir un peu ce qui va se passer pour le futur dans ce pays, armé jusqu'au cou. Partie économie, on parle de 2009, un si beau crack. On revient sur le crack de 2008 bien sûr, mais le vrai crack financier, lui, s'est produit en 2009. Voilà, c'est un article économie assez important. Le dossier, c'est Génération Extrême Gauche, Génération Lèche-Cul. Alors, on s'est fait un plaisir d'écrire sur nos amis d'extrême gauche, tant sur les journalistes, tant sur les sites internet, vous savez, d'extrême gauche, type La Horde, etc., qui nous placardent comme étant d'extrême droite. Bon, à titre personnel, j'ai jamais été d'extrême droite, j'en ai rien à faire de toutes ces histoires. Et puis, je ne vote pas, pour tout dire, comme ça, moi, je suis tranquille. Donc voilà, on s'est fait un dossier sur tout ça, tous les gens qui font partie maintenant du PS et qui viennent de l'extrême gauche, bien sûr. On a fait un historique également du Parti communiste, etc., comment il s'est transformé. Voilà, c'est un dossier que vous pouvez lire dans la lettre d'analyse d'information libre numéro 16. Et enfin, pour terminer, on a parlé dans la partie histoire du Banque Certon. On en est à l'épisode 12, les emprunts d'État, grande innovation du 19e siècle. Alors pour ceux qui ne savent pas, le Banque Certon, c'est l'histoire de la création des banques centrales, États-Unis, en Angleterre et en France, bien évidemment, et la conséquence, c'est le système dans lequel nous vivons aujourd'hui. Voilà, cette lettre d'analyse et d'information libre est disponible sur la boutique de l'Agence Infolibre, boutique.agenceinfolibre.fr, au prix de 7 €. Vous pouvez également vous abonner pour 3 mois, pour 6 mois ou pour 1 an, si vous voulez aider l'Agence Infolibre, un vrai média alternatif et libre, véritablement libre. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo des infos dont on parle peu. D'ici là, restez bien informés sur agenceinfolibre.fr, bien sûr. Ciao à tous.